Aujourd'hui, on reçoit Thomas Charbonnel qui est directeur des opérations de BBGS. Alors, derrière ces 4 lettres mystérieuses se cache le plus grand, on peut le dire, Thomas, le plus grand mineur de Bitcoin français. Vous êtes tous des Français et vous minez du Bitcoin depuis très longtemps. Je crois, Thomas, ça fait plus de 10 ans que tu es dans le minage de Bitcoin, c'est quasiment au début, 2012, le Bitcoin c'est 2009, et vous avez parcouru le monde, toi et tes équipes, vous minez dans plusieurs pays du monde. Alors on va enfin pouvoir démystifier ce qu'est cette toute nouvelle industrie du minage de Bitcoin. Donc Thomas, tu vas nous parler de tes expériences, de la difficulté aussi de ce qu'est installer des machines parfois dans des coins reculés. On va parler de l'intérêt de miner, l'intérêt économique aussi, qu'est-ce que ça peut rapporter. On va parler d'électricité, parce que tout ça marche à l'électricité et on sait qu'il y a beaucoup de bruit, de presse qui parle de l'impact sur la planète, l'impact du CO2 de cette électricité. On va parler de tout ça, ça va être vraiment passionnant. Allez, on y va. Alors Thomas, on a fait un épisode qui était assez incroyable, une claque monumentale avec un de tes associés qui s'appelle Sébastien Gouspillou. Pour nos auditeurs, si vous voulez l'écouter, c'est l'épisode numéro 29. Alors lui, c'est le premier maillon de la chaîne de cette industrie. C'est celui qui va traquer, d'ailleurs, c'est l'espèce de Indiana Jones de l'industrie. Il va traquer les extra-capacités et il va identifier les lieux où déposer les containers. Alors évidemment, je ne vais pas tout vous expliquer ici. Le but, c'est quand même que vous écoutiez l'épisode numéro 29, je précise. Thomas, c'est celui qui passe après. C'est le deuxième maillon. Alors, Thomas, il est directeur des opérations sur le terrain. En fait, c'est quoi ton rôle? C'est quoi ta responsabilité? Qu'est-ce que tu fais au quotidien, Thomas? Alors, bonjour Claudia, bonjour Benjamin. Au quotidien, moi, je suis sur le terrain pour d'abord faire un audit, voir où il est possible d'implanter justement une de nos fermes de minage pour capter les extra capacités que Sébastien au préalable aura repéré dans certains pays. Donc on décide sur plan après de comment on implante nos containers, les sous-stations pour amener l'électricité, les transformateurs, et après il y a tout l'opérationnel, donc le recrutement d'équipes sur place, le besoin peut-être de les former, de mettre en place tout un ordre de travail, tout un tas de process. Et puis ensuite gérer la ferme et exploiter pour que ça tourne le mieux possible. Pardon, il y a un concept alors énorme là déjà que tu viens de sortir, c'est le concept d'extra-capacité. Alors moi maintenant je sais ce que c'est, mais j'ai découvert ça, je suis tombé des nues. Il faut que tu nous expliques. Donc toutes les centrales électriques génèrent des capacités d'électricité supplémentaires. Non exploitées. Un surplus d'électricité qu'ils n'arrivent pas à vendre ou que personne ne veut acheter. Et en général c'est rejeté dans la terre ou vendu à bas prix ou vendu à perte. En général, elles ne sont pas à Paris ni à Bruxelles, ces centrales. Ouais. Non, généralement non. Ou alors, Benjamin, un autre usage qui est fait de cette énergie surproduite, c'est qu'il est mis dans un banc de charge. Un banc de charge, en fait, c'est ni plus ni moins qu'un gros radiateur, comme un gros conteneur rempli de résistance, dans lequel on fait partir ce jus, en fait, qui n'est pas consommé. Et l'idée première qu'on a eue à l'époque, en ayant ce modèle de conteneur, c'était de se substituer à un banc de charge. Au lieu de produire juste de la chaleur et d'être des résistances, nous, on a la même fonction, mais on peut produire de la valeur grâce à Bitcoin. Attends. D'abord, nous, on te voit. Donc, on sait qui tu es physiquement. Nos auditeurs ne te voient pas. Et en fait, en face de nous, on a un jeune bonhomme. Alors, quel âge as-tu déjà? J'ai 32 ans. 32 ans, et tu nous as dit que tu étais dans le minage depuis 10 ans, donc ça à 22 ans. Donc, à 22 ans, tu étais où et quoi? Donc, parce qu'aujourd'hui, tu parcours le monde. On remonte à loin, ouais, mais il s'en est passé des choses depuis ces 10 ans. Alors, à cette époque-là, j'étais donc ingénieur du son. Je me reconvertissais puisque avant ça, justement, j'étais compagnon du devoir, donc absolument rien à voir. J'étais tapissier décorateur chez les compagnons, ce qui m'a d'ailleurs donné de grandes valeurs au niveau du travail et je pense que c'est ce qui m'aide beaucoup aujourd'hui sur le terrain avec mes équipes. Mais bref, j'étais ingé son à ce moment-là et donc en fait, je rencontre un Anglais en festival qui me parle de Bitcoin et qui me montre un portefeuille sur un téléphone, mais c'était un truc complètement expérimental et donc je me prends d'intérêt pour ça. Et puis je laisse un peu ça de côté, puis un an plus tard, je vois un article qui sort et qui reparle de Bitcoin, et je me dis, mais quand même, comment ça fonctionne? Il parlait de minage, et donc je commence à mettre des ordinateurs, à miner des shitcoins comme le Doge, un peu du Litecoin, et puis très vite, j'achète des ASIC, et j'expérimente un peu plus, puis et puis je me prends complètement de passion pour tout ça, et voilà, et puis j'ai continué à miner à mon propre, pour moi, de manière expérimentale, on va dire, en tant que particulier.
Et voilà, j'ai participé à l'ICO d'Ethereum en 2016. Et donc, dès que le minage a été lancé, j'ai mis dès le début aussi sur Ethereum. Mais à quel moment tu les rencontres ASIC, Sébastien? les ASIC, c'est les machines de minage, hein, c'est des ordinateurs dédiés au minage. Ok, donc à quel moment tu rencontres Sébastien et tu es vraiment, donc tu arrives sur le terrain? C'est quoi le premier pays où tu t'es retrouvé à miner? Alors en fait, en 2018, on se rencontre au Kazakhstan. Donc c'est Adrien, mon associé, Adrien Gombert, avec qui on a monté Gwensas, donc une société qui fournit de l'hébergement, de la vente de machines, une solution clé en main pour le minage. Et donc on mène à un projet conjointement en fait pour monter une ferme au Kazakhstan. Et donc c'est comme ça qu'on se rencontre avec Sébastien. Et donc bon, ce projet, même ce pays d'ailleurs, tout se passe pas forcément correctement. Ça a été très compliqué pour nous, pour la corruption, les bakchiches qu'il y a à payer, la fausse douane, qui est en fait la mafia locale. Enfin, il nous est arrivé tout un tas d'aventures pas très très cool. Et donc voilà. Et après le Kazakhstan, on s'est suivi en fait sur tous les projets de mining qu'il y a eu aux quatre coins du monde, que ça soit juste pour des audits ou alors pour monter les fermes. Et voilà, c'est d'ailleurs comme ça que BBGS est né en fait. Hein, c'est de l'alliance de nos quatre compétences pour développer plus de fermes et avoir plus d'impact sur le terrain. On va faire un ping-pong, on va revenir aux extra-capacités. Alors d'abord, le mot ferme de minage, c'est depuis le début, parce que c'est pas vraiment une ferme, il n'y a pas d'animaux, mais c'est une ferme parce qu'il y a des racks de machines en randonnion, donc ça fait penser un peu à un élevage, en fait, comme si vous aviez un élevage de machines. Les extra-capacités, donc c'est les centrales nucléaires, les centrales électriques qui produisent en plus de l'électricité, donc vous n'enlevez pas l'électricité aux citoyens, parce que ça aussi c'est quelque chose que la presse répand en disant les mineurs enlèvent l'électricité aux citoyens, donc vous utilisez plutôt les capacités jetées en fait. Ouais, et d'autant plus que le modèle en container nous permet, dans le cadre du projet des Virunga, et continue d'étendre en fait le développement de nouvelles centrales hydroélectriques, parce que l'idée qui est derrière en fait, c'est de pouvoir amener une source d'énergie autre que le macala, le charbon de bois, pour que les gens arrêtent de brûler la forêt qui est l'habitat naturel des gorilles à dos argenté, donc qui sont au Congo et qui sont en voie d'extinction. Et du coup, nous derrière, quand la population aura consommé suffisamment sur la centrale, on peut être mobile. C'est-à-dire que le container, on peut vider, enlever les machines, le mettre sur un camion et partir ailleurs sur une autre source excédentaire. Et généralement, quand une centrale vient de voir le jour, elle n'est pas rentable de suite. C'est des projets qui sont rentables en 30, 40, 60 ans même parfois. Donc nous, on peut venir se mettre au pied de la centrale pour qu'elle soit rentable directement. Et je pense qu'il n'y a que l'électricité hydroélectrique. Il n'y a que celle-là, parce qu'on pense aussi dans les pays d'Afrique, on se dit, tiens, pourquoi est-ce qu'ils n'utilisent pas les panneaux solaires? Et Sébastien me disait, non, mais ça ne produit pas assez d'énergie. Donc, il n'y a que cette source d'électricité-là qui peut permettre donc, la constante, donc la fabrication constante de l'électricité pour alimenter les populations et les industriels qui voudraient s'installer autour. Oui, non, donc la centrale. Oui, la centrale électrique. Ok, mais alors, donc, moi j'ai une question. Donc ça, c'est Sébastien qui identifie les pays. Et une fois qu'il a identifié le pays, qu'est-ce qui se passe? Donc toi, tu arrives et c'est toi qui déposes les containers. C'est toi qui gères tout ça. C'est ça, mais en gros, avant, il y a une grosse phase de négociation, de discussion sur comment ça se fait, il faut qu'on borde beaucoup de choses aussi, parce qu'on est dans des pays qui sont pas forcément stables, on va dire. Donc du coup, il y a beaucoup de choses qui ont besoin d'être bordées avant. Là, en l'occurrence, pour le Congo, c'est très différent. C'est un projet qu'on mène conjointement avec le parc des Virunga. Mais dans d'autres pays, voilà, il y a une grande phase de négociation sur le blocage du prix de l'énergie, l'endroit où on va s'installer, qui paye les sous-stations, les transfos, oui, non, la compagnie. Enfin, il y a tout un tas de questionnements qui viennent. Bon, une fois que tout est contractualisé, on va dire, moi, c'est là où j'interviens. Donc, on va auditer le terrain, on repère où doit se faire la future ferme de minage. Donc, on prend des métrés, on prend des photos, et puis après, on étudie ensemble avec Adrien, Jean-François, pour voir comment on implante tout ça. Mais est-ce qu'on peut dire pour ceux qui nous écoutent, parce que pour nous c'est évident, mais les gens pourraient se dire, mais pourquoi il fait pas ça tout simplement à côté de Paris? C'est beaucoup plus safe à côté de Paris. On peut peut-être rappeler que plutôt que le Kazakhstan. Ah oui. Rappelons simplement à la base, c'est que vous partez loin. Pourquoi? Parce que vous avez besoin d'une électricité pas chère. Si j'ai bien compris. Toute activité de minage pour survivre a besoin d'une énergie pas chère. Ouais. C'est vraiment le nerf de la guerre dans ce business, ça va être le prix du kilowattheure. Et en France, on avoisine les 19, voire 20 centimes du kilowattheure. Une machine, on paierait plus cher d'électricité chaque mois
pour ce qu'elle va rapporter en fait. Donc c'est absolument pas rentable du tout et c'est pour ça que si on veut rester concurrentiel et dans la course, il faut trouver de l'énergie vraiment très très bon marché quoi. Ouais, et en plus, très bon marché, c'est en dessous de 6 centimes du kilowattheure, 6-5 centimes, en dessous de 6-5 centimes du kilowattheure. Ah oui, donc on est à 4 fois moins cher que ce qu'on a en France quoi. Ouais, exactement. Ouais. Et qui construit la centrale? Par exemple, dans le cas du parc, je ne sais pas si tu peux raconter ça, mais dans le parc du Virunga, c'était une question de survie du parc. Donc, est-ce qu'il y avait déjà des centrales avant que vous arriviez ou vous participez à la construction et au financement de la centrale? Non, il y avait déjà une centrale existante en fait, et c'est dans le cadre d'un projet mené par l'Union européenne depuis plusieurs années, depuis plusieurs dizaines d'années, où il y a également des donateurs comme Warren Buffett. Il me semble que Leonardo DiCaprio a donné de l'argent. Enfin, il y a eu plein de donateurs et des gens assez connus d'ailleurs. C'était très étonnant quand on est arrivé là-bas et qu'on nous a sorti certains noms. Bref, et donc c'est dans une continuité. Donc là, actuellement, il y a un autre projet de centrale qui est déjà en cours, sur lequel des gens travaillent nuit et jour là pour construire ça, voilà. Et c'est financé par des aides gouvernementales, enfin ou institutionnelles comme l'Union européenne. Oui, je me souviens qu'on avait parlé de ça sur film, mais j'ai une question. Donc, l'Europe finance donc la construction de cette centrale qui coûte une fortune. L'objectif de cette centrale, aux yeux de l'Europe, c'est d'alimenter donc les villages, les villes et les villages autour du parc de Virunga et le parc de Virunga. Qu'est-ce que dit l'État quand elle sait que les extra-capacités sont rachetées pour miner, évidemment? Bah ça, j'en ai aucune idée, mais je pense que c'est plutôt brillant puisque ça permet de générer une manne financière qui permet au parc de se développer et donc du coup d'acheter des câbles, des poteaux, de tirer des nouvelles lignes en fait. Donc de développer le réseau en fait. Ah ben c'est ça, cet argent qui est créé en fait. Nous, il faut aussi imaginer qu'on est un bon client et donc du coup, cet argent qui est là permet de développer plus rapidement ce réseau. S'il y avait pas des personnes comme nous qui viendraient consommer autant d'énergie directement au pied de la centrale, je vois pas comment ils pourraient développer aussi rapidement tout le réseau électrique avec d'autres sources financières, bien évidemment. Mais je veux dire, ce que rapporte cet argent a un véritable intérêt pour le bien commun et la cause qu'il y a derrière tout ce que fait Emmanuel de Merode et ce que fait Virunga Energy. Au Congo, en République démocratique du Congo, le parc du Virunga. Mais alors, ça, tu pourrais expliquer, parce que ça, c'est vraiment passionnant de dire aux gens que l'électricité la moins chère, c'est justement l'électricité verte, donc qui n'utilise pas de charbon. En l'occurrence, au Virunga, c'est une centrale hydroélectrique, donc il y a un barrage, il y a l'eau qui... Il n'y a pas de barrage, c'est différent. Ah, c'est au fil de l'eau. Ah, oui, le barrage, en fait, va avoir vraiment une empreinte, une empreinte, alors que le fil de l'eau, en fait, on dévie juste la rivière et en termes d'empreinte écologique, on est beaucoup plus respectueux, on va dire, de l'environnement, quoi. D'accord. Alors, c'est différent. Donc en fait, il faut bien comprendre que en fait, vous aidez les pays à développer le réseau électrique. C'est-à-dire que pour un pays, parfois, c'est trop cher de tirer des poteaux, comme tu dis, jusque toutes les petites villes, les villages, etc. Donc ils ont besoin de vendre cette électricité d'abord à des clients. Et vous faites partie des tout premiers clients d'une centrale qui se monte, en fait. C'est ça, et qui permet de la rentabiliser beaucoup plus rapidement que s'il y avait juste des petits industriels qui venaient se mettre à côté, ou juste des petits commerçants, ou juste des habitations. Comme c'est très énergivore, nous, notre production, notre consommation d'énergie est énorme pour les machines. Les machines sont très énergivores, on a besoin de grosses capacités. Donc, quand on met un transformateur, c'est un transformateur de 1600 kVA. Donc, du coup, c'est ce qu'il y a, l'équivalent de ce qu'il y a dans un lotissement pour éclairer des maisons, quoi. Enfin, du coup, un container, on consomme à peu près 1,2 mégawatts. Donc c'est quand même colossal. Et donc c'est pour ça que on se rend pas compte. Ça leur rapporte une manne financière très rapide. Et dans les projets, il y a pas que, en fait, c'est pas que dans cette vocation-là d'aider les réseaux à se développer. Ce cas-là, il est vrai dans le projet avec le parc des Virunga. Par exemple, on mène un autre projet, donc pour l'instant qui est encore au stade de projet, avec des Anglais qui ont créé en fait un groupe électrogène qui fonctionne au gaz. Et l'idée, c'est d'aller éteindre les gaz de torchère. Donc, quand il y a des sites d'exploitation pétrolière, on fore le sol. Avant d'atteindre les poches de pétrole, il y a des poches de méthane. Et le méthane, on le sait, il n'y a pas plus polluant pour l'atmosphère. Le seule chose que l'humain, aujourd'hui, a trouvé de bien pour le traiter, c'est de le brûler. Sauf que quand il y a le vent qui souffle sur la torchère, il y a au moins 40, voire 60% peut-être du gaz de méthane qui part dans l'atmosphère et qui bousille la couche d'ozone. L'idée, c'est de venir canaliser cette torchère, filtrer ce gaz, l'envoyer à débit constant dans cette génératrice et mettre un conteneur de minage derrière. Et comme ça, grâce au minage, on arrive à décarboner la planète et on arrive à éteindre les torchères des sites d'extraction pétrolière.
Ouais. C'est un autre projet. Et l'usage, il est ailleurs. Ouais, pour nos auditeurs, donc c'est ces espèces d'énormes plateformes pétrolières qu'on voit donc posées sur des pilotis sur la mer. Et si vous tapez ça sur Google, vous allez voir, c'est souvent avec une énorme flamme rouge. Et donc, la flamme rouge, c'est la torchère. Donc, c'est le méthane qui brûle, en fait, c'est ça. Tout à fait. Voilà, tout à fait. Donc oui, donc finalement, ce sont vraiment des circuits durables. Et je sais pourquoi je place le mot durable maintenant, parce que je sais de quoi on va parler à la fin de ce podcast. Donc, je vous invite à rester avec nous. Nous allons parler bonbons. Moi, j'ai une question aussi, c'est que tu nous as parlé de tous les pays où vous alliez poser vos containers. Ils ont une caractéristique, c'est toujours des pays donc très instables et très dangereux. Comment faites-vous pour sécuriser vos équipes, mais aussi vos containers, puisque j'imagine que une fois qu'ils ont compris quelle valeur pouvaient avoir les containers et à quoi ça servait, j'imagine que c'est la première chose qu'ils veulent vous prendre. Ben, en fait, les gens n'ont pas forcément la notion de ce que représente ce matériel. Par exemple, au Congo, ça se limite à la simple connaissance d'un banc de charge, que la centrale a besoin de ça pour fonctionner, c'est tout. Et en plus, le fait d'amener de l'énergie à ces personnes-là, je vois pas quel intérêt elles auraient à attaquer l'endroit qui leur permet d'avoir de l'énergie, entre guillemets. D'autant plus qu'on est protégé, il y a un site qui est gardé avec des rangers et des sentinelles qui sont tout le temps là. Donc voilà, dans un pays comme le Congo, c'est pas vraiment ça la problématique. On n'est pas que dans des pays à risque, parce qu'on est au Paraguay et aussi on va se développer au Salvador voilà, d'ici l'année prochaine. Enfin voilà, il y a des choses en cours, mais en tout cas le Paraguay c'est plutôt stable. Voilà, nous, ce qu'on a là-bas tourne super bien. On est avec un partenaire, il y a leurs équipes sur place, le site est sécurisé et gardé. Et donc après, c'est comme n'importe quel data center. Il faut imaginer où on stocke des fichiers. C'est un peu la même chose, nous, nos fermes de minage. Oui, justement, c'est assez brillant comme idée de se dire, nous, on a tous en tête un data center, un bâtiment quoi, immobile, qui bouge pas, une salle blanche, comme on dit. Mais vous avez eu l'idée, alors je sais pas si c'est vous, mais de mettre tous les ordinateurs dans un container industriel qu'on voit sur tous les bateaux qui viennent de Chine, un container, je sais pas, 12 mètres par 5 mètres, enfin, c'est un peu standardisé. Et vous mettez les machines en rack dans un container, et boum, il y a une grue qui soulève ça, et qui dépose ça en 24 heures n'importe où dans le monde, dans n'importe quel site industriel, puisqu'un container, c'est ultra mobile. Nous, c'est pas du tout comme ça qu'on travaille. Ouais. Alors, l'idée du container, je pense pas que ça soit de nous, c'est venu parce que dans le minage, il faut aller vite et brancher rapidement pour être rentable très vite. Et donc, un container, vous avez déjà le sol, les murs et le toit qui sont montés. Il y a juste à découper pour l'aération, alors qu'une construction en dur, il faut quand même faire la base, monter les murs, monter la charpente, le toit. Enfin, ça prend du temps. Je pense que ça vient de là. Ensuite, pour nous, comment on fonctionne? On commande le matériel un peu partout en Europe. On a plusieurs fournisseurs, même en Chine pour les étagères et voilà, le matériel informatique. On met tout ça dans un container dernier voyage 40 pieds et dedans, en fait, on met le matériel qu'on a commandé pour faire 3 ou 4 containers. Ce container dernier voyage arrive sur site et nous, en fait, on décharge tout le matériel. On commence à découper ce container dernier voyage et pendant qu'on prépare le premier container, il y a les 3 autres, par exemple, qui arrivent. Et à ce moment-là, sur place, on a des équipes locales qu'on embauche, donc des menuisiers, des soudeurs, de plein de corps de métier, des électriciens, pour nous aider à mettre en place les étagères, mettre les câblages électriques, les prises indépendantes pour chaque machine, monter les tableaux avec chaque disjoncteur. Enfin voilà, bref, on travaille de cette manière-là. On est un peu des artisans, on va dire, sur ça, c'est qu'on monte nos fermes de A à Z, et même le container, on le fait pas livrer ou déjà fait, ou on branche. Non, on construit tout. Toutes nos équipes là-bas construisent tout, on prend les meuleuses, on découpe la tôle, voilà comment on travaille. Et c'est pour ça que mon travail sur le terrain aussi, je pense à un lien de ma manière de travailler avec le côté tapissier de l'époque, tout ça, afin de faire des choses avec les mains. Avec le côté artisan. C'est l'artisanat. On fait tout sur place. On achète tout ce qu'on peut local et la main d'œuvre, quand on a besoin, on recrute des intérimaires, on va dire, ce qu'ils appellent des tâcherons là-bas, mais c'est l'équivalent d'intérimaire, pour justement venir prêter main forte. Et voilà, donc non, quand on monte les containers, on monte tout de A à Z. Oui, c'est pas plug and play, ça se pose. Oui, parce que quand on regarde sur YouTube ou sur Google et qu'on tape ferme de minage Kazakhstan, décidément, aujourd'hui je ne sais pas parler, c'est des bâtiments énormes, c'est vraiment hyper impressionnant. Donc vous, c'est des plus petites unités, mises les unes à côté des containers, mises les unes à côté des autres. Ok. Je vais éclairer la vision des gens aussi plus tard. En fait, là, je me suis équipé avec caméra, etc. sous conseil d'un ami qui me dit depuis des années que je vais là-bas, filme un peu les containers, montre parce que personne ne comprend. Et donc là, je vais peut-être mettre quelque chose en ligne sur YouTube avec des vidéos de la vie
à la ferme 2.0. Donc ça s'appellera peut-être comme ça, je sais pas encore, mais et pour expliquer, donc je parlerai avec mes gars aussi qui expliqueront la technique, comment on répare des puces, comment on répare des cartes de puissance, des alimentations, pourquoi ce composant-là, sous petit format comme des rails. Et voilà, donc pourquoi pas démystifier encore plus tout ça grâce à la vie à la ferme, quoi, montrer comment se passe. Donc important, tu amènes un savoir-faire aux populations locales, tu embauches des gens localement, donc tu les formes. Une fois que le container est monté, qu'il est opérationnel, il y a combien d'ordinateurs dans chaque container? Actuellement, des machines de type S19, donc c'est avec 2 gros ventilateurs, on est à peu près à 352 machines. Par 352, 356, ouais. Et combien de personnes travaillent par container? C'est pas vraiment réparti par conteneur. En fait, on a des équipes. Donc il y a des équipes le jour et la nuit forcément, puisque les machines elles dorment jamais. On a des équipes qui sont dédiées à la réparation, donc à la microélectronique, diagnostic, réparation. On a d'autres personnes qui sont dédiées vraiment à la maintenance. Donc quand il y a un ventilo à changer dans un conteneur, une carte mère, des choses directes. Donc là, ils interviennent directement. Il y a une personne à la supervision qui justement donne les tâches à chacun. Ah tiens, dans le container 9, il y a la machine sur l'étagère 4 qui a un problème. Donc il fait une liste aux gars et les gars vont changer les ventilos, tout ça. Donc grosso modo, là actuellement, on a 16 containers maintenant. Enfin, je pars le 3, donc la semaine prochaine, pour l'installation, pour le branchement des 6 nouveaux containers qu'on a mis en place. Et donc on va recruter sûrement 2 ou 4 personnes. On va voir comment ça se passe avec les recrues qu'on a actuellement. Mais voilà, du coup, on a une équipe de 12 personnes et qu'on va peut-être faire grossir à 14, voire 16. On va voir comment ça se passe et si on arrive à avoir un bon process de travail. Étant donné que c'est des machines récentes, il y aura un taux de panne qui sera peut-être moins important que ce qu'on a eu avec les vieilles générations de machines qui sont encore là et qui tournent. Donc attends, t'as dit combien de containers vous avez? 16 containers. Fois combien d'ordi par container? 352. 352. On sort la calculatrice, on veut savoir. Ça fait 5630 ordinateurs. Machine, avec 2 ventilateurs. Mais attends, dans des pays qui sont déjà hyper chauds, comment vous gérez la chaleur? Est-ce qu'il y a des alternatives, des solutions innovantes qui pourraient permettre d'avoir une durabilité à 360 degrés? Alors en fait, c'est vrai qu'on fait souvent, on s'imagine quand on dit l'Afrique, la chaleur, le désert. En fait, on se trouve à peu près à 2200 mètres d'altitude dans les montagnes. On est vraiment dans le Nord Kivu et donc l'air est plutôt frais en permanence. Et on est dans une des zones les plus orageuses aussi d'Afrique. Donc il y a souvent des pluies, etc. Ce qui rafraîchit l'air et ce qui est pas mauvais du tout pour nous. Donc au final, nous on s'en sort très très bien avec l'environnement qu'il y a là-bas. Okay, c'est différent de Oman parce qu'on a une autre ferme de minage à Oman. Et là-bas, on est en immersion cooling, c'est-à-dire qu'on a des bacs avec de l'huile diélectrique, enfin un liquide diélectrique, et les machines sont immergées dans ces bacs et passent par un système de refroidissement, un peu comme les PC qui sont water-coolés. Attends, quand tu dis les machines, les ordinateurs sont immergés. Immergés dans un liquide. Immergés, en fait, c'est de l'immersion cooling, ça s'appelle. Et en fait, après, il y a un circuit dans lequel ce liquide passe avec un radiateur, un peu comme pour refroidir votre voiture avec un radiateur devant comme ça. Et donc, il revient frais dans ce bac. Et donc, ce qui fait qu'il n'y a pas de friction avec l'air, donc pas de poussière. On atteint des températures très très basses, ce qui fait qu'on peut améliorer, overclocker, on va dire, les puces des machines pour qu'elles fournissent plus de puissance, tout en consommant pareil, voire moins. Et du coup, on arrive et à Oman, là où il fait très très chaud, il faut des systèmes comme ça là, avec un ventilateur, ce qu'on appelle fanless. Donc c'est les ventilateurs par air, ce qu'on met nous au Congo par exemple. Les machines, elles auraient beaucoup trop chaud tout le temps et elles crameraient super vite à mon avis. Donc on s'adapte en fonction des lieux où on se trouve aussi. Mais donc ça chauffe l'eau. Attends, c'est immergé dans quoi? Dans de l'eau? Non, un liquide. C'est immergé dans un liquide diélectrique. C'est-à-dire c'est un liquide dans lequel les composants électriques ne vont pas être en faux contact en fait. C'est un liquide dans lequel on peut immerger du composant électronique sans problème. Il n'y a aucun contact. Le liquide amniotique de la machine. Le liquide amniotique des composants électriques. Voilà, exactement. Tout à fait. C'est exactement ça. C'est les cellules souches. Est-ce qu'on peut parler rapidement, petite parenthèse sur le modèle économique, parce que les gens, pareil, peut-être ne s'imaginent pas, mais comment on gagne son argent en minant du Bitcoin? Alors les gens se disent, ok, miner du Bitcoin, donc ça veut dire il faut valider un bloc. Tout le monde sait maintenant que toutes les 10 minutes, on a l'occasion de valider un bloc et de récupérer la récompense du réseau blockchain, qui est aujourd'hui de 6,25 Bitcoin. Si on mine le bloc. Donc toutes ces installations, toutes vos machines concourent à une seule chose, miner un bloc. Et quand vous avez miné un bloc, vous récupérez 6,25 bitcoins qui vont immédiatement sur les marchés échanger contre des dollars pour payer les machines, les gens, le personnel, etc. et
gagner de l'argent au final, enfin avoir un revenu, un bénéfice, on va dire. Donc ça, c'est le modèle économique. Donc il y a plein de questions qui se posent. Il va y avoir le halving l'année prochaine, ça veut dire que la récompense sera divisée par 2. Donc l'année prochaine, on reçoit plus que 3 bitcoins et quelques. Donc vous gagnerez 2 fois moins de récompenses, 2 fois moins d'argent. Donc on se dit soit le bitcoin monte, soit l'électricité diminue. En fait, c'est ça les deux paramètres. C'est le prix du bitcoin et le prix de l'électricité. Ben, après, nous, par rapport au halving, on n'est pas inquiet parce qu'on sait très bien qu'il y a des gens qui vont payer l'électricité à un certain seuil, qui vont très vite ne plus être rentables. Nous, comme on a l'énergie vraiment peu chère à ce point-là, on va pouvoir résister pendant un moment. Il va bien falloir, évidemment, qu'il y ait un rebond sur les marchés du Bitcoin pour qu'on soit rentable, mais après, voilà, hein, je veux pas faire de spéculation, j'ai pas de boule de cristal, mais moi, je pense que voilà. J'imagine que vous avez quand même de la concurrence. À partir du moment où en Centrafrique, il y a un parc Virunga avec 2 centrales. J'imagine que vous n'êtes pas les seuls à vouloir cette électricité. Il y a d'autres mineurs dans le monde qui sont à la traque, en fait. Oui, après, nous, on a contractualisé avec eux et il y a aussi une histoire humaine qui se passe derrière. C'est pas juste un business. Avec les gens de Virunga, donc avec en contrepartie Emmanuel de Mérode et Michel Verléen, c'est les 2 instigateurs du projet côté Congo, on va dire. Tout a commencé avec la signature d'un gentleman agreement. Et je trouve ça plutôt louable en termes de loyauté envers les personnes de commencer une activité comme celle-ci, comme ça, parce que c'est quand même quelques millions qui sont mis sur la table pour démarrer. Et ils auraient très bien pu dire une fois que les containers et les machines étaient là-bas, bon ben ciao bye bye, vous avez rien signé, désolé pour vous. Enfin, c'est pas le cas. Donc j'ai aucune crainte sur ce cas-là. D'autant plus qu'il y a le projet de confiserie. Moi, j'ai des relations assez. J'ai développé un réseau là-bas avec certaines relations et voilà, il y a quand même une confiance qui s'est instaurée entre toutes ces personnes et voilà, je doute que il puisse arriver une catastrophe. Alors c'est intéressant parce que là, on va parler de la confiserie, mais juste après. Alors pour les gens qui se poseraient des questions, parce qu'on a l'air très enthousiaste par rapport à ce parc de Virunga et les auditeurs doivent se dire mais d'où ça sort ce truc. Donc dans les notes du podcast, je mettrai le lien vers une vidéo que j'ai faite où j'explique ce fabuleux projet. D'ailleurs, moi, je rêve toujours d'y aller. J'ai écrit à leur service presse en me disant bon, je suis belge, Emmanuel de Mérode, il est belge, ça va aller tout de suite. Et ils m'ont répondu qu'il fallait que je revienne dans quelques années parce que c'est trop dangereux. Donc, je ne suis pas prête d'y aller. Oui, il y a des bandes armées. D'ailleurs, il y a une ou 2 personnes de votre personnel, Thomas, qui est décédé d'une attaque de bandes rivales, enfin de bandes armées. Tout à fait. C'est les Mai Mai, c'est la gangrène du pays. En gros, les Mai Mai, ce sont comme des gangs aux États-Unis ou même les racailles chez nous, on peut dire. Sauf que là, ils sont un peu plus sauvages en quelque sorte et ils attaquent pour pas grand-chose, juste pour avoir de l'armement ou alors des denrées alimentaires ou voilà, n'importe qui, n'importe quoi. Ils pillent les villageois, ils rackettent aussi les paysans. Et du coup, ben voilà, ce jour-là, c'est tombé sur Jonas, un de mes gars qui partait en repos. Et voilà, c'est une route que je prenais régulièrement moi aussi, dans ce même véhicule. Forcément, il s'assoit à ma place. Donc, quand je vois revenir le véhicule comme ça, c'est vrai que c'est un peu perturbant, mais c'est pas de tout repos comme pays émotionnellement. Et du coup, actuellement, je comprends quand on vous répond en vous disant que c'est pas le moment d'y aller, que c'est un peu chaud. Il y a plein de bandes rebelles qui déstabilisent tout le pays. Et voilà, dans les Mai Mai, qui sont eux un peu plus délocalisés dans les zones montagneuses et dans les jungles. Oui, c'est ce qu'ils expliquaient. C'est extrêmement dangereux, et d'autant plus pour une femme. Donc, voilà. Alors, on va revenir à la réalité du terrain, qui est aussi le côté économique de la chose et le côté durable de la chose. C'est une fois que... Donc, on a compris, vous utilisez beaucoup d'ordinateurs, mais ils ont une durée de vie, ces ordinateurs. Qu'est-ce qu'ils deviennent le jour où ils sont défaillants, où ils sont trop vieux, qu'est-ce que vous en faites ? Alors du coup, pour le retraitement, justement, j'ai eu une autre idée en lien avec le fait de vouloir récupérer des choses, être toujours dans l'upcycling. C'était faire une petite fonderie pour tout ce qui est carcasse en aluminium et faire des petits porte-clés de Virunga, l'effigie de Gorille ou peut-être même BBGS. Enfin, voilà, ça c'était déjà pour retraiter la carcasse. Mais la carcasse représente peut-être que 30% de la machine, 40% au grand max. Dedans, après, il y a les PCB, les composants électroniques. Donc, on a démarché une société en Afrique du Sud pour retraiter les déchets. Le problème, c'est que pour l'instant, tout est stocké. Hein. On a un endroit où c'est stocké actuellement pour la ferme au Congo. Mais le problème, c'est qu'on ne sait pas où ils les font partir et en se renseignant un peu, ça a l'air d'être des plans pas très clairs. Donc, on veut vraiment avoir une traçabilité sur où vont les déchets et comment ils sont traités. Pas que ça se retrouve enterré en Indonésie ou je sais pas où. Voilà, c'est pas le but. On est dans une démarche green, on y est jusqu'au bout. Donc, pour l'instant, sur la partie puce électronique et carte de puissance,
on a un blocage. Par contre, sur l'aluminium des machines, on a déjà trouvé comment le retraiter, quitte à en faire du broyat après et puis le revendre. L'aluminium, c'est pas compliqué. Le problème, c'est que c'est plus polluant, les PCB, les composants. Donc ça, on y travaille, hein. On va trouver quelque chose. D'ailleurs, ceux qui nous écoutent, si jamais vous avez une idée à nous soumettre ou même peut-être un partenariat à proposer pour retraiter ces déchets, on est ouvert à toute proposition. Ah, c'est chouette, vraiment. Oui, donc, parce que c'est vrai qu'en discutant avec Sébastien et toi, on voit qu'il y a vraiment une grande implication, d'abord humaine, mais aussi par rapport aux enjeux environnementaux. Et donc, la durabilité à 360 degrés, c'est que les gens doivent bien comprendre. Donc, les fermes de ménage, donc c'est des racks dans lesquels il y a, vous l'avez dit, enfin, tu l'as dit, 350 ordinateurs qui génèrent donc de la chaleur. Et toi, tu as une idée assez incroyable qui était de récupérer cette chaleur à la sortie et de la transformer en énergie créatrice. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer d'où #bonbon dont je vous ai parlé tout à l'heure? Et chocolat aussi, je crois. Et oui, et chocolat aussi. Donc, ouais, le chocolat, enfin, je vais tout vous expliquer. Ouais. En résumé, il y a 2 ans, j'ai un ami à moi l'été qui m'a fait goûter ce qu'on appelle du cuir de fruits. Donc, en fait, on met des fruits sur un plateau en inox avec un silicone comme pour les pâtissiers, et on mixe des fruits qu'on met ensuite dans un déshydrateur à 45 degrés ou 50 degrés, je ne me rappelle plus exactement. Et il m'explique tout ça, il me fait goûter, et je trouve ça super bon. Bref, je me retrouve au Congo en octobre, je bosse derrière les machines, on reçoit des serveurs qui sont beaucoup trop grands pour la baie de brassage, donc on découpe, on crée une box, etc. Et pour fixer la box, on était derrière, là où la chaleur des machines dégagée est la plus chaude. Et donc, je me retrouve à sortir toutes les 10 minutes du container pour reprendre l'air un peu frais, parce que vraiment, j'avais la tête qui tournait. Et puis, je pensais tout le temps un peu comme ça à comment on peut récupérer cette chaleur. C'est de l'énergie calorifique, mais on ne sait pas quoi en faire. J'ai pensé à des capteurs Peltier. C'est des capteurs où d'un côté, on met du chaud, de l'autre du froid, et ça recrée de l'énergie. Mais bon, c'est pas suffisant pour faire quelque chose. Et là, bim, éclair de génie, le cuir de fruits. Et donc le soir, j'appelle mon pote Guillaume justement, je lui explique l'idée, il me dit écoute, prends les températures, vois si c'est possible. Et donc ça tombe bien, j'ai des sondes de température. Je place les 2 sondes, je les laisse pendant 24 heures. Je recueille les données. Forcément la nuit, il fait un peu plus frais et tout ça, mais en soi, c'est réalisable. J'ai 42 degrés au milieu et 67 degrés en sortie ou 62 degrés en sortie de machine. Donc si je me cale à peu près entre les deux, j'arrive aux 45-50 degrés qu'il faut pour le déshydrateur. Le lendemain, je demande à Solange, donc c'est celle qui s'occupe de nous faire à manger quand on est là-bas sur le camp, de nous trouver un ananas ou des fruits locaux. On mixe tout ça, on met dans un bac en inox, je fais un test, je laisse ça pendant 12 heures, 10-12 heures, et en fait, je gratte la matière, et je me dis, ça correspond un peu à ce qui m'a fait goûter. Je commence à en faire des petits cubes, des petits bonbons, et là, je distribue à tous mes gars, et là, je vois les regards, moi, j'avais goûté forcément avant, j'avais trouvé ça super bon, mais je voulais leur confirmation pour me dire, est-ce que je délire, ou est-ce que c'est vraiment très bon? Et là, tous, mais monsieur Thomas, comment vous avez fait? Vous avez rajouté du miel dedans, vous avez mis du sucre. Non, les gars, c'est 100% fruits, c'est juste déshydraté, c'est du concentré, et en plus, l'ananas a tendance à faire une petite pâte un peu moelleuse, comme gélatineuse, et donc, du coup, ça avait l'aspect du bonbon, le goût du bonbon. Et donc, je me suis dit, bon, mais voilà, on tient un truc. Moi, je trouve ça génial. Ça fait depuis toutes ces années que, un peu comme un crypto-évangéliste, je me bats pour faire connaître au plus grand monde ce qu'est Bitcoin, cette révolution qu'il y a derrière en termes de société, de philosophie. Bref. Et 90% du temps, quand je parle de mon métier, du minage, de mes envies et de mes convictions, on va dire, philosophiques, 90% du temps, les gens, ils s'en foutent un peu, en vrai. Alors que là, quand je dis bonbon, 90% du temps, les gens m'écoutent. Donc, je me dis que c'est un moyen d'attirer les gens vers ce sujet-là. Ils sont trop bons, les bonbons. Ouais, ils sont faits comment? Tiens, viens là, je vais t'expliquer. Ils sont faits avec du Bitcoin. C'est un peu ça l'idée qu'il y a derrière Omsi qui m'est venue par la suite. Mais l'idée, c'est vraiment de faire un truc super cool, de créer vraiment un truc pour acheter les productions des producteurs locaux, valoriser du travail là-bas en achetant peut-être un terrain pour faire nos propres fruits. Il y a tout un truc où je veux faire un truc innovant et qui soit bon pour l'environnement, bon pour l'économie locale. C'est plus un projet humanitaire associatif, on va dire, que je mène qu'un projet business, dans le fond. Je trouve ça super cool. L'histoire, je la trouve magnifique. Ce qu'on va faire là-bas et réaliser avec tous ces gens, je sais que ça va être super beau à raconter par la suite. Et voilà, et j'ai plein d'énergie pour ça, donc je vais la canaliser en faisant ça. Et ils ont des fruits, ils ont beaucoup de fruits là. Ouais, c'est extraordinaire. En plus, avec les saisons, donc ils ont 2 fois des saisons de pluie et 2 fois des saisons chaudes, on va dire. Ils peuvent faire 2 ou 3 récoltes par an. Donc ils ont des fruits, mais qui sont super bons. Moi, les fraises que j'ai mangées là-bas, on dirait vraiment des petites fraises Tagada, certaines même qui sont blanches qu'on mangerait pas ici. Vous les mangez tellement elles sont sucrées et super bonnes. Donc voilà. Et même des ananas,
tous les fruits enfin, tout est bon là-bas. Oui, on va dire qu'il n'y a pas eu autant d'années de pesticides que dans nos terres, et donc ça a peut-être son effet, quoi. Oh oui, parce que quand on s'est rencontré à Surfing, que tu nous as expliqué ça, Surfing Bitcoin fin août à Biarritz, tu nous as expliqué ça. Quand je suis revenue, la première chose que j'ai fait, je me suis mis sur ChatGPT, j'ai expliqué le contexte, j'ai dit ok, sors-moi, je crois que c'était 5 idées de business pour utiliser donc l'extra capacité de chaleur qui sort de... Et il m'avait sorti des trucs, je devrais t'envoyer ça, je devrais refaire l'exercice. Et je sais qu'il avait sorti un business par ricochet, c'est-à-dire qu'il disait que si c'était dans des pays où la température n'était pas constante, on pouvait créer des serres pour générer de l'agriculture, donc on chauffe les serres. Et donc, on a des fruits toute l'année. Et puis, à la sortie, on récupère les fruits qu'on sèche. Et donc, tu utilises 2 fois ta chaleur, en fait. Je me suis dit, bah, ouais. Et alors, aussi, il parlait, je trouvais ça génial, il parlait de l'industrie, donc sur la Côte d'Azur, il y avait une industrie florissante qui était l'industrie de la rose. Et cette industrie n'existe plus parce qu'évidemment, sur la Côte d'Azur, il y a des fluctuations de température et donc ils ne peuvent pas fournir des roses toute l'année, ils peuvent fournir des roses que l'été, enfin qu'au printemps. Et donc, la demande mondiale, on veut des roses tous les jours sur notre marché, quoi. Et donc, forcément, c'est des pays où il y a du soleil toute l'année. Je crois que c'était Madagascar qui fournissait beaucoup de roses. Et donc, je me suis dit, mais attends, là, en Afrique, ils pourraient développer une industrie de fleurs. En fait, ils pourraient amener de la valeur. Tu dis que j'allais te proposer tout ça, j'étais trop excitée. C'est génial. Ouais. C'est génial. Et du coup, c'est généralement ce que ça génère aux gens autour de moi, à des amis à qui j'en parle ou quoi. Et récemment, donc j'étais un week-end avec plusieurs amis, dont une amie qui est mycologue et qui m'a parlé de personnes qui récupèrent la chaleur. Les champignons. Exactement, pour faire des champignons dans des containers. Et elle m'a dit, mais avec ta chaleur, on peut faire un truc génial. C'est un peu le même principe que pour tes fruits, mais on récupère et tu fais aussi des champignons. Et alors, dans mon groupe d'amis, j'ai donc Guillaume, qui est biologiste, d'ailleurs, qui a une chaîne Instagram. Si je peux lui faire cette petite pub, ah oui, vas-y, vraiment attends, je vais le mettre dans les liens, Attends, il s'appelle comment? Zeno Nature, Z-E-2-N-O, espace nature. Attends, je vais d'abord sur Instagram. ZE. Son contenu est vraiment très pertinent et il fait des recherches justement sur les bienfaits des champignons sur la santé et dont récemment il parlait du Lion Mane, qui est un champignon qui permet la régénérescence des neurones. Et l'idée, ça serait peut-être de faire des champignons de Lion Mane et de les intégrer dans des bonbons pour faire des bonbons qui ont du bon pour vous, pour vos neurones également. Non seulement c'est bon de goût, mais c'est bon pour votre santé. Fantastique. Attends, alors tant qu'on est à ça, je vais te faire une confidence. Enfin, je vais faire une confidence à plein de gens parce qu'il y a des 1000 personnes qui nous écoutent. En fait, on habitait Bruxelles. Et pendant le confinement, comme plein de gens, on a pété un câble, on a tout lâché. On est venu s'installer à la campagne, ici, dans le sud de la France, en se disant, mais non, c'est fini, plus jamais un porc-pone. Et Benjamin, il écoutait donc les conférences de Idriss Aberkaneki. Oui, Gunther Pauli. Ah, tu dois regarder. On va te les envoyer. Ah bah oui. L'économie bleue, Pauli est un promoteur du champignon pour sauver le monde. Lui, il pense que ça va sauver le monde. Et donc, on a quitté Bruxelles pour s'installer ici, pour faire pousser des champignons sur des troncs d'arbres. On l'a jamais fait, mais bon, c'était un gros fantasme. Et en fait, qu'est-ce qu'il faut pour les champignons? De la chaleur, pour que ça moisisse. Donc, on va venir... et un terreau, soit du marc de café, soit un tronc d'arbre. Le marc de café récupéré aussi, ça peut être... Mais les gens vont nous prendre pour des fous ici. Là, le taux de rebond, les gens vont se casser, quoi. On est loin du Bitcoin, mais en fait, on est proche des mineurs. En fait, comme quoi les mineurs sont des gens ultra créatifs et cherchent toujours des solutions. Et c'est important ce que tu dis, ce que tu as dit. Tu travailles main dans la main avec les gouvernements, avec les directeurs de production, avec les centrales électriques. Donc, vous allez dans le bon sens de tout le monde. C'est-à-dire que vous n'êtes pas du tout là pour, comme on imagine, capter l'électricité un peu comme de manière vorace. Au contraire, vous êtes là dans un écosystème global qui a besoin de vous, en fait, parce que vous êtes les premiers clients d'une centrale électrique qui ne peut pas tout de suite trouver ses clients et qui ne peut pas tout revendre toute son électricité. Et en plus, vous trouvez des solutions, vous êtes localement bien implanté, donc on voit bien ce que tu racontes aussi, il y a une main-d'œuvre locale, il y a un écosystème qui se bâtit, on peut récupérer l'énergie, on peut faire plein de choses. Ça vient à l'encontre, c'est totalement contre-intuitif de tout ce qu'on entend par rapport aux mineurs de Bitcoin. Et justement, on parlait de Gunther Pauli, lui aussi il cherche plein de solutions, mais c'est quelque chose qui vous inspire apparemment aussi. Oui, justement, l'idée des champignons dont je parlais avant, c'est mon ami Guillaume qui a travaillé il y a quelques années avec Gunther Pauli, donc sur la blue economy au Japon en l'occurrence, sur certains projets liés aux champignons. Oui, voilà. Gunther Pauli, je rêverais de le recevoir dans le podcast.
Ah ouais, j'adorais. Et là, je suis en train de mettre tous les liens dans la description. Donc, j'ai mis les liens de ton ami. J'ai vu qu'il avait un Linktree. J'ai mis Gunther Pauli, l'économie bleue. Bref, vous voyez, on commence au Bitcoin et on finit dans les champignons. Mais on peut même dire, on l'entend de plus en plus, que Bitcoin pourrait, alors c'est notre ami Alexandre Stachenko qui dit ça, Bitcoin pourrait être la solution à la baisse du CO2, au réchauffement climatique, en fait, pourrait accélérer la baisse du CO2 et la transition énergétique vers les formes d'énergie verte, finalement. Bitcoin pourrait accélérer ça. Il y a un article magnifique qu'il a écrit, il dit de manière totalement contre-intuitive, Bitcoin et les crypto-monnaies pourraient favoriser ça. Et tu en es l'exemple frappant, c'est-à-dire que si maintenant, si maintenant toutes les centrales électriques vertes pouvaient avoir des mineurs de Bitcoin autour, ça leur faciliterait la vie, quoi, en quelque sorte. Clairement. Oui. Et puis pas que, c'est une réponse aussi aux grands problèmes de notre société. On en avait parlé sur Surfing, qui est la gestion des déchets. Donc la réorganisation des déchets, l'exploitation des déchets organiques. Une fois qu'ils sont exploités, ils peuvent être transformés en gaz par la méthanisation. Une fois qu'ils sont transformés en gaz, ils peuvent être transformés en électricité. Avec l'électricité, on mine du Bitcoin. Et avec l'argent généré, on peut développer des business. On peut développer des réseaux, on peut développer plein de trucs. Donc vous voyez, vous devez investir de l'argent dans BBS. Non, je rigole. Mais bon, alors on s'est éloigné de ton terrain et de ta mission parce que effectivement, ça nous a marqué quand on t'a rencontré. On s'est dit, ouais, parce que les mineurs de Bitcoin, on les associe toujours à soit des voyous, mais aussi bien Sébastien que toi, on a été touché par votre connexion aux gens, votre souci de l'autre, votre souci de développer des business, qui fonctionnent. En fait, on se dit, ils minent du Bitcoin que pour l'argent. Et on sent bien chez vous, toi ou Guspillou, que vous n'êtes pas là que pour faire de l'argent avec Bitcoin. D'abord, vous aimez le projet Bitcoin, tu l'as dit, donc toi, tu t'es passionné pour le projet Bitcoin, la blockchain, etc., les valeurs véhiculé par ça, et tu te passionnes pour ton équipe, pour les gens qui bossent avec toi, tu veux qu'ils soient ultra formés, tu veux qu'ils soient ultra autonomes, enfin on voit bien qu'il y a... Et puis tu es au parc des Virunga, enfin c'est vraiment un défi humain et écologique là-bas. Ouais, mais c'est vraiment, moi, c'est devenu une passion. Quand j'en parle autour de moi, c'est même pas mon travail, c'est ma vie, en fait. Je m'accomplis parce que j'ai ces valeurs-là et j'arrive à accomplir mes valeurs grâce à ça. Et en fait, la société, tout ce qu'on développe, il y a le côté business, etc. Mais c'est pas l'attrait, en fait, qu'il y a derrière. En tout cas, ma vocation, c'est justement grâce à tout ça, me permettre de développer des projets qui ont justement ce rayonnement. Et de continuer, de toute façon, à trouver d'autres projets qui seront toujours plus ou moins en lien avec ça, mais toujours avec la vocation de servir aux populations locales, de former des gens, d'aider. Voilà, je vois comme les gars qu'on a formés il y a 3 ans maintenant dans l'équipe et comment ils sont aujourd'hui. Enfin, c'est incroyable de les voir grandir comme ça, de leur avoir appris quelque chose. Je suis sûr que ce genre de technique ou de technologie, ils sont peut-être les seuls dans tout le Congo à toucher ça à ce moment-là. Enfin, donc moi c'est voilà, derrière il y a vraiment beaucoup d'humanité et même dans notre histoire d'entrepreneuriat entre nous 4, il y a aussi une grosse histoire d'amitié aussi et donc voilà, c'est pas juste du business. Donc c'est vrai que le méchant mineur de Bitcoin qui vient avec son baluchon pomper l'énergie des gens, oui, voilà. Nous on n'a pas de cette casquette-là, au contraire on est l'antipode de tout ça. Ouais. Mais malheureusement il y en a. Et puis il y a les rues, il y a eu le charbon. Enfin voilà, on essaye de se battre et d'aller vers quelque chose de plus positif, et de plus sain. Est-ce que les gens que vous formez, ils ont conscience qu'ils ont des compétences qui sont extrêmement rares et donc extrêmement recherchées? Bien sûr, parce que les puces qui sont utilisées là pour les dernières générations de machines, c'est du 5 nanomètres, du 3 nanomètres, et c'est l'équivalent de ce qu'on a dans nos téléphones aujourd'hui ou dans nos ordinateurs portables, dernier cri. Et donc, ils maîtrisent une technologie qui est de la haute technologie, en fait. Et quand on fait des formations avec les Chinois, donc on a un grand écran dans l'atelier, eux sont en face avec une caméra pour montrer ce qu'ils font sur les puces électroniques, ils ont conscience qu'ils sont en direct avec la Chine. Et que, ils savent, oui, bien sûr. Attends, explique, vous formez la Chine? Non, ils sont à la pointe de... Non, c'est-à-dire que vous achetez des machines aux Chinois qui sont... Non, en fait... Les meilleurs ingénieurs sur les puces électroniques et sur la micro-soudure et le diagnostic des réparations, etc., des cartes de puissance des machines, ce sont les Chinois. Et donc, du coup, on leur fait faire des formations avec des ingénieurs électroniciens chinois pour qu'eux apprennent la connaissance au milieu de la jungle au Congo. Ce qui fait qu'après, quand on a de nouveaux électroniciens qui arrivent dans l'équipe, la connaissance qu'on a acquise par la formation se transmet les uns aux autres. On leur demande de procédurer leur truc aussi pour que s'il y a un nouveau qui arrive, ils puissent lire les documents et après poser des questions.
voilà, il y a toute une organisation derrière aussi qu'on a mis en place. Moi, j'ai un passif dans les ESN. Et donc, du coup, je pense qu'il y a un peu de ça qui est resté, de vouloir mettre des process, des trucs, mais au final, tout roule et puis ça marche super bien avec tout le monde. Mais c'est cette équipe. Moi, c'est une grande fierté de voir ce qu'on fait avec eux et tout ce qu'on a réalisé. Quand je regarde derrière moi, je vois encore ma chambre avec mes cartes graphiques, quoi. J'ai vécu là maintenant. C'est passionnant ce que tu dis. Moi, j'ai une image, j'imagine cette très très haute technologie, comme tu dis, c'est du 3 nanomètres, donc c'est vraiment le dernier cri des puces électroniques qui sont installées par tes équipes, qui sont quand même dans un pays difficile, avec des climats arides, ardus en tout cas, avec des conditions de travail qu'on n'imagine pas. Enfin, c'est pas un bureau tranquille avec une climatisation. Et ils sont là en direct avec l'ingénieur chinois qui les guide, etc. Donc ils ont un savoir-faire. Ils vont pouvoir garder ce savoir-faire dans leur pays et après transmettre aux autres aussi. En fait, ça fait du bien au pays aussi, de recevoir franchement la connaissance directement. Clairement. Mais clairement, et même pour l'avenir, si jamais ils font leur route autrement qu'avec nous, qu'ils décident de partir ailleurs, c'est une compétence unique. Enfin, je pense pour eux dans le pays, quoi. De se former là-dessus, ou autre, ils auraient pu faire ça. C'est clair. Ouais. Et aujourd'hui, le parc Virunga, il s'est complètement redressé économiquement grâce à ça. Alors ça, il y a eu l'article qui a dit ça. Oui, c'est une manne financière qui aide énormément le parc, ça c'est sûr. De là à dire que c'est ce qui a sauvé économiquement le parc de la faillite, j'en sais rien si l'article est véridique ou pas. Je sais pas, je suis pas dans les comptes de Virunga, mais en tout cas c'est clair que ça leur amène une manne financière, qui est importante. Oui. Ouais. Bon, c'est magnifique. Ouais, c'est vraiment dingue. On n'a pas dit. T'as parlé juste des gorilles. T'as dit que t'allais, fondre pour faire des pins en forme de gorille. Dans la question que Claudia posait tout à l'heure concernant le retraitement des déchets, je disais qu'une des idées que j'avais eues sur les carcasses de machines, toute la machine en fait a une carcasse en aluminium autour, et ça, on pourrait éventuellement le fondre et en faire des petits porte-clés en forme de gorille à l'effigie du parc Virunga ou alors BBGS. Parce qu'on n'a pas dit qu'il y a des gorilles dans ce parc des Virunga, et c'est aussi pour ça qu'Emmanuel de Mérode a quitté sa Belgique au départ pour sauver des gorilles. Il a quitté son château pour aller sauver les gorilles. Voilà, sauver des gorilles. Sa mission. C'était sa mission de départ. Après, il s'est aperçu qu'il y avait tout un parc, un écosystème gigantesque autour qu'il a voulu sauver aussi. Mais pour glisser l'idée qu'il y a des gorilles en voie d'extinction qui sont uniques au monde et qui sont maintenant sauvés, puisque je crois qu'ils se reproduisent, il y en a de plus en plus. Tout ça aussi, vous participez à ça. Donc, exactement, on est un rouage dans toute cette cause. Ouais, voilà. Ouais, moi, tu sais quoi, je suis très jalouse de toi parce que là, vraiment, j'assume. En fait, je suis en train de travailler avec une bonne femme pour trouver mon why. Mon why, donc c'est le truc qui m'anime, qui me fait lever le matin. Et je ne l'ai pas encore trouvé. Et en fait, je me rends compte que quand je parle avec Sébastien, ou quand je parle avec toi, ou quand je parle... En fait, je crois que mon why, c'est que j'ai envie de sauver le monde, mais on ne sauve pas le monde comme ça. Et en fait, vous sauvez un peu le monde. C'est génial, quoi. Une partie du monde. En tout cas, vous faites... vous faites la part du colibri, quoi. Vous êtes acteur de changement et c'est magnifique. Et bravo, je vous envie. D'ailleurs, est-ce qu'il y a des femmes avec vous sur le terrain ? Oui, bien sûr, on a des stagiaires qui viennent parfois. Dans l'équipe, on n'a pas de femmes actuellement. Mais par contre, sur site, là où on est logé, etc., bien sûr, il y a des femmes. On a eu des stagiaires aussi électriciennes qui étaient venues. Voilà. Donc, il y a pas la parité comme chez nous, et c'est des questions qui se poseront peut-être dans quelques décennies, je pense. Mais en tout cas... En tout cas, si vous engagez une femme, d'abord, il faut penser à Claudia. Vous pensez à moi, je l'ai dit à Sébastien. Je dis, moi, je vais aller en Afrique avec vous. Avec grand plaisir. En tout cas, on arrive à la fin de cet épisode. Ouais. C'est passionnant. C'était, on ressort de là plein d'énergie. On espère que nos auditeurs aussi ont plein d'énergie. On espère que les récalcitrants auront changé d'avis, qui ne verront pas Thomas comme un vendeur d'armes qui se cache derrière le Bitcoin. On espère que vous avez compris que les enjeux étaient beaucoup plus larges que l'aspect financier et spéculatif. Et vous pouvez contacter Thomas Charbonnel sur LinkedIn, on te trouve, on peut te contacter. Sachez que pour ceux qui investissent, alors parce que quand même pour parler un peu d'investissement quand même, Thomas, tu as des projets, là on n'a pas le temps de développer, mais en tout cas si les gens te contactent, il y a des projets pour investir dans le minage de Bitcoin, soutenir aussi votre action, soutenir votre cause, etc. Non mais attends, moi je veux savoir, est-ce qu'on peut investir de l'argent dans votre boîte ou pas ? Oui, bien sûr. Alors, il y a actuellement ce qu'on propose, c'est la vente d'une solution clé en main. Donc, si aujourd'hui quelqu'un veut devenir mineur, c'est-à-dire produire son Bitcoin au lieu de l'acheter sur le marché, il va donc acheter une machine de minage. Mais ça fait beaucoup de bruit, ça dégage beaucoup de chaleur, faut l'entretenir. Et en France, avec 20 centimes du kilowattheure, c'est pas du tout rentable. Donc, nous, on fournit une solution d'hébergement avec tout le transport, la mise en place, clé en main. Et après, chaque mois,
les personnes touchent la production de leur machine. Et en fait, notre business model, on pense qu'il est sain, puisque notre rémunération est basée uniquement sur la production des machines des clients. C'est-à-dire qu'on va prendre 15% chaque mois sur ce que la machine du client a produit pour se rémunérer. Donc une machine qui est en panne ou qui tourne pas très bien, 15% d'une machine éteinte, c'est zéro, quoi. Donc du coup, c'est là qu'est notre engagement. On pense qu'il est assez fort aussi pour faire en sorte à ce que tout tourne le mieux possible pour tout le monde, quoi. C'est si les gens sont gagnants, nous on est gagnants en fait. Mais on va acheter une machine. Donc, voilà comment on fonctionne. Attends, parce que moi je suis un peu primaire. Donc, ça veut dire que je gagne plus en investissant dans les machines qui minent du Bitcoin que si j'achète du Bitcoin juste comme ça sur mon téléphone. Ah, ça c'est une bonne question. Je sais pas si c'est prouvé ça. Ça dépend en fait. Ça, on n'a pas de boule de cristal en fait. Ça s'est avéré payant à certaines périodes et ça s'est avéré moins payant à d'autres périodes. Mais en gros, moi, pour donner un exemple un peu simpliste, mais pour que les gens comprennent facilement, imaginez, vous avez deux personnes qui ont 5 000 euros chacun. Je dis une grosse bêtise, mais c'est pour simplifier les choses. Le Bitcoin est à 5 000 euros. Une machine de minage vaut 5 000 euros. La personne qui a un Bitcoin, dans un an, elle a toujours un Bitcoin si elle n'a pas vendu. Dans 2 ans, toujours son Bitcoin. 3 ans, toujours son Bitcoin, etc., jusqu'à ce qu'elle le vende. La personne qui va miner avec une machine, la première année, elle aura peut-être 0,4 Bitcoin. La deuxième année, 0,8. La troisième année, un peu plus. En fait, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, que le marché monte ou descende, peu importe, la machine, elle produit tout le temps. Donc, voilà, c'est comme une épargne un peu survitaminée. Moi, c'est comme ça que je l'imagine. Et si ma machine tombe en panne, personnellement, de tous les invests que j'ai pu faire, même sur de la bourse autre, sur des terres rares bon, l'IMO c'est différent puisque je fais moi-même mes travaux, mais en tout cas, ce qui a été le plus florissant, j'avoue que c'est le minage, les machines. Okay, intéressant. Ok Thomas, mais si j'achète une machine et qu'elle tombe en panne, il la répare. On la répare sur place, ouais. Bien sûr, c'est pour ça qu'on a nos propres ateliers, on a nos propres équipes pour pouvoir intervenir et réparer sur place. Nous, on perd de l'argent si une machine d'un client tombe en panne. Donc, on fait tout pour qu'elle retourne vite dans le container pour produire de nouveau. C'est ça l'intérêt aussi qu'il y a derrière avec nous, c'est comme ça qu'on fonctionne. Donc, le côté artisanal, il a du bon aussi sur ça, parce que ça fait partie de notre process, quoi. Ok, donc, et combien coûte une machine alors chez toi? Dans ton magasin? Ce sont des machines qui sont dédiées à la production de Bitcoin, donc leur prix est forcément indexé par rapport à leur capacité à produire. Et donc, quand le prix du Bitcoin monte, les prix des machines montent, et quand le prix des machines descend. Et actuellement, on est entre 2 et 3 000 euros pour une machine qui va être rentable au bout d'1 an et demi, 2 ans, en moyenne. On va c'est des chiffres un peu grosso modo, mais c'est pour vous donner une idée. Bah bien sûr, Techno Impact aura sa machine chez toi. Demain matin, on fait un chèque. Mais tu fais une photo, alors tu fais une photo et on les met sur... non, sérieusement, 2 000 euros. Ouais, entre 2 et 3 000 euros. Ça dépend du site, du lieu pour les transports, les dédonnements. Ça dépend des machines actuellement du marché. Faut que je demande. Moi, comme vous savez, que je vous l'ai expliqué, je suis plutôt sur les opérations de terrain. Donc, demandez-moi le prix d'un transformateur ou alors des étagères ou du câble ou alors de mes gammes, il n'y a pas de problème. Mais pour les machines actuellement, je suis pas forcément au fait jour à jour. Faudrait que je demande justement à mes associés une mise à jour ou à nos brokers éventuellement. Mais bien sûr, on peut arranger ça avec grand plaisir. On va arranger ça. Un autocollant dessus si vous voulez. Non, moi je m'en fous de l'autocollant, je veux venir voir la machine sur place. Génial. Bon, allez, c'est super, on arrive à la fin de cet épisode. Donc, on vous rappelle qu'on a une newsletter. Vous pouvez vous inscrire sur le site technoimpact.tech. Qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on a? On a évidemment, on donne des formations. Des formations. Qu'est-ce qu'on a d'autre? C'est déjà pas mal. Il faut les marchands de tapis ici. Ok, bref, vous avez compris, on vous le répète toutes les semaines. Donc, vous savez ce que vous avez à faire. On vous remercie pour votre fidélité. Moi, je vous laisse. Je pars en Afrique avec Thomas. Salut. Merci beaucoup.